Alors, comme vous le savez, hein, le corps fabrique lui-même les molécules proches des cannabinoïdes. Alors, pas d'influencer directement notre métabolisme et notre système nerveux. L'OEA dont on va vous parler ce soir, c'est une molécule qui est impliquée dans de nombreux processus clés de l'organisme et pourtant, elle reste assez méconnue de la part des professionnels de la santé. Alors, c'est avec celle que vous connaissez, Patricia Bourguignon, qui est, faut-il le rappeler, immunologiste, nutrithérapeute, spécialiste sur les cannabinoïdes et présidente également de l'Union des nutrithérapeutes francophones. Et également Christian Boyer, pareil, est-ce qu'il faut encore parler de son pédigré, docteur en biologie de la santé et en physiologie humaine et nutritionniste spécialisé évidemment, vous le savez, du microbiote intestinal. Et c'est avec eux que nous allons lever le voile sur ces molécules fascinantes et voir comment elles peuvent devenir un véritable levier dans votre pratique thérapeutique. Alors, comme je vous l'ai dit, on va se concentrer pour cette première partie cette semaine sur l'OEA. La semaine prochaine, on poursuivra avec le PEA, donc hein, une autre molécule que vous connaîtrez de toute façon. Sachez aussi directement qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de matière à parcourir ce soir, donc on a choisi volontairement de ne pas répondre aux questions, puisque je sais qu'entre ce soir et la semaine prochaine, il va y en avoir beaucoup, vous allez en poser beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai dans le chat un lien vers un formulaire sur lequel vous allez pouvoir nous envoyer toutes vos questions et nous y répondrons après la deuxième vidéo. Donc, après la semaine prochaine, on fera une vidéo spécifique pour répondre à toutes ces questions. Voilà, en tout cas, le cadre général du webinaire. C'est maintenant, je vais laisser la place aux experts qu'on a la chance de recevoir avec nous, Patricia et Christian. Patricia, je pense que je te laisse ouvrir le bal. À toi de Ok, jouer. merci Cédric. Bonjour à tous et toutes. Et voilà, donc nous allons commencer ce premier webinaire avec une molécule que vous ne connaissez peut-être pas, qui est donc l'OEA. Je vous expliquerai ce que c'est que l'acronyme OEA. Euh, et donc on va, durant cette heure et demie, scinder la présentation en plusieurs, je dirais, sections. La première, c'est, je vais vous rappeler un peu le système cannabinoïde, le système endocannabinoïde, et alors faire la distinction avec le système paracannabinoïde. Puis après, une toute petite intro sur tout ce qui est notion de faim et satiété. L'objectif n'est pas de vous donner un cours, mais en tout cas d'introduire certains termes qu'on va utiliser par la suite, justement dans le cadre de l'utilisation de l'OA, donc oil éthanolamide, qui est donc aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on connaît au niveau des études, c'est certainement dans le contexte de la régulation métabolique, particulièrement le côté métabolique lipidique. Donc, il y aura pas mal d'études qu'on va vous présenter, enfin, que je vais vous présenter. Et puis alors, il y a aussi toute une partie de l'OA en termes d'effets qui est peut-être encore, qui est pas encore trop connu aujourd'hui, qui est plutôt au stade préclinique, et ça, c'est Chris qui vous en parlera. Et bien sûr, on terminera par l'aspect pratique. Alors, on va commencer par vous rappeler brièvement ce que c'est que le système cannabinoïde. Je vous rappelle que ceci donc va servir d'introduction à la fois pour ce webinaire, mais également pour le webinaire de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je ne le rappellerai pas, quoi, hein, donc on ira directement dans le vif du sujet. Alors en fait, donc tout le monde a déjà entendu parler du cannabis, forcément. Donc le cannabis est connu depuis des millénaires par rapport à son activité, son utilisation dans le monde de la médecine, particulièrement au niveau côté oriental. C'est seulement, je dirais, mi-19e siècle que on a commencé à l'utiliser en Europe, et d'ailleurs il a fait partie de la pharmacopée européenne et aux États-Unis dans les années 1850. Et donc voilà, donc on utilisait la plante dans son ensemble. Et puis c'est dans les années 40, 60,
où on a commencé à isoler les molécules de cette plante et ils ont isolé dans un premier temps des molécules qui n'étaient pas psychoactives, ils ne savaient pas trop bien ce que c'était et c'est seulement dans les années 60 qu'on a pu déceler que c'était, le CBD, donc le cannabidiol et puis un an plus tard, c'était le THC et puis seulement dans les années 90, on a fait des expériences en préclinique, hein, donc sur des rats et cetera et on a vu que ces molécules se fixaient sur des récepteurs au sein de notre organisme. Et donc du coup, si, s'il y avait une présence de récepteurs qui étaient capables de répondre à ces cannabinoïdes, enfin à ces phytocannabinoïdes, c'est pour ça qu'on les a appelés récepteurs cannabinoïdes, CB1 et CB2, tout simplement parce que c'était les 2 récepteurs qu'on avait découverts à ce moment-là. Et puis forcément, en recherche, on dit s'il y a des récepteurs dans notre corps, ben forcément, ils sont pas là pour rien, c'est que notre corps sécrète aussi quelque chose et donc c'est à ce moment-là qu'on a découvert que, notre propre système était capable de produire des molécules qui étaient, je dirais de la même famille, c'est-à-dire capables de se fixer aussi sur ces récepteurs. Comme vous savez, il y a eu la prohibition et cetera, l'interdiction par rapport au cannabis, donc les études forcément étaient relativement, modestes à l'époque. Mais néanmoins, le fait qu'on ait découvert justement qu'on était capable de produire ces endocannabinoïdes, eh bien, ça a permis de relâcher un petit peu la législation et donc du coup de développer un peu toutes les études cliniques qui étaient autour de ça. Et forcément, quand on fait des études cliniques, eh bien, automatiquement, on va commencer à synthétiser des cannabinoïdes de synthèse, forcément, qui étaient soit dans le cadre de la recherche proprement dite ou alors, utilisés dans le cadre, de médicaments. Alors le mot donc cannabinoïde, c'est toute une famille de molécules qui, reconnaissent les récepteurs CB1, CB2. Donc c'est l'ensemble de ces molécules et donc initialement, comme je disais, c'est issu du cannabis, d'où le nom, cannabinoïde, mais ça englobe ainsi aussi bien les phytocannabinoïdes que ceux qu'on produit ou ceux de synthèse, mais qui ont la capacité de reconnaître ces récepteurs. Alors parmi les endocannabinoïdes, on en a 2 qui sont, les plus connus et étudiés et à ce jour, je n'en connais pas d'autres, en termes d'endocannabinoïdes, donc qui se fixent sur les récepteurs CB1, CB2. Donc c'est l'anandamide ou le N-arachidonyléthanolamide, on va dire AEA ou anandamide, c'est beaucoup plus facile. Et le deuxième, c'est le 2-arachidonylglycérol, donc le 2-AG. Et ces 2 molécules, en fait, sont issues des phospholipides qui sont membranaires et qui sont attachés à l'acide arachidonique. Donc c'est issu d'acides gras oméga 6 et le phosphatidyléthanolamine, donc ça va donner donc l'AEA et le phosphatidylinositol plus le glycérol va donner donc le 2-AG. Alors l'anandamide, c'est le premier endocannabinoïde qui a été découvert, en 1992, donc c'est relativement récent dans l'échelle, je dirais, de la recherche et d'ailleurs, c'est une molécule, qui était, connue pour son côté, je dirais, plaisir, bonheur et ça vient du sanskrit, ananda qui veut dire justement bonheur et cette molécule a la capacité d'agir sur le CB1, heu, quasi exclusivement en termes d'affinité et on dit qu'il est anagoniste partiel. Donc il n'est pas full, je dirais, par rapport à la capacité d'induire, le fonctionnement du CB1. Alors l'anandamide est relativement, bas en termes de production, locale. On est plutôt de l'ordre du picomolaire, voire nanomolaire dans certains tissus et son rôle est relativement vaste. Il intervient dans la mémoire, le sommeil, la douleur, l'appétit. Il est plutôt orexigène, donc j'expliquerai un petit peu après ce que c'est orexigène. Il a aussi un rôle donc anticonvulsivant. Bon, c'est, très, très brièvement, les fonctions donc de l'anandamide. Le 2-AG, qui a été découvert 3 ans plus tard par, l'équipe de Raphaël Mechoulam,
en fait, agit lui sur les 2 récepteurs, le CB1 et le CB2 et pour le 2-AG, donc son côté agoniste est un agoniste complet. Donc il est full en termes d'action au niveau des récepteurs et en termes de quantité, on sait qu'il est, en tout cas on a mesuré qu'il était, beaucoup plus important, dans les différents organes, voire jusqu'à 170 fois dans le cerveau. Alors son rôle est multiple. Il a un côté très anti-inflammatoire et que ce soit, périphérique ou neuro-inflammatoire. Par l'action au niveau du CB2, il intervient dans un peu comme l'anandamide forcément puisqu'il agit sur le CB1, donc au niveau de l'épilepsie. Il a aussi un rôle sur la clairance de tout ce qui est débris de myéline, donc forcément ça a un intérêt au niveau, cérébral. Il est, hypotenseur, il est aussi orexigène, donc antidouleur et alors il est présent dans le lait maternel en concentration relativement quand même important et il a son rôle c'est l'objectif c'est de déclencher et de stimuler le réflexe de la tétée chez le nourrisson. Alors le système endocannabinoïde, en fait, c'est un système qui est relativement vaste, je dirais qui est parallèle quasi à tous les systèmes, circulatoires, système nerveux et cetera. Donc c'est vraiment un système parallèle dont l'objectif, c'est la régulation. La régulation de tous ces autres systèmes. Donc il a un rôle, important au niveau de l'homéostasie et d'ailleurs si vous regardez donc ici les récepteurs CB1 et CB2 que j'ai, illustré sous forme de petits points comme ça dans le corps. Et vous voyez, il y en a vraiment partout. Donc c'est un système qu'on va, vraiment retrouver dans tous les organes et qui auront un rôle multiple comme vous pouvez le voir ici. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, c'est vraiment un parallèle, avec tous les autres systèmes. Alors la particularité du système endocannabinoïde par rapport au système hormonal, eh bien, c'est que ce système-là, en fait, va fabriquer les molécules, d'endocannabinoïdes à la demande. Donc c'est-à-dire que si vous avez un stimulus, un stress par exemple, eh bien, on va avoir la synthèse qui va se faire de novo et une fois que l'anodamide ou le 2-AG a agi, eh bien, il va être hydrolysé. Donc il n'y a pas de stockage, en tout cas a priori, il n'y a pas de grand stockage de ces deux molécules. Donc c'est vraiment ce qui fait la particularité du système, endocannabinoïde. Alors si on regarde maintenant sous l'angle plutôt du récepteur, donc je vous ai dit que le CB1 pouvait reconnaître à la fois l'anandamide, pardon, et le 2-AG, donc l'un c'est partiel et l'autre, c'est total et le THC, donc dans les phytocannabinoïdes, donc c'est la molécule qui donne le côté, un peu, je dirais on fume son petit pétard et on a sa petite dose de THC, eh bien ce THC, lui, a la capacité de se fixer sur le CB1 et donc ce CB1, on le retrouve de manière très abondante au niveau du cerveau, mais on le retrouve également, comme vous pouvez le voir, dans d'autres parties, du corps et il est particulièrement impliqué dans tout ce qui est gestion de la douleur, c'est lui qui est aussi impliqué dans cet effet psychotrope et donc on comprend mieux pourquoi le THC a un côté, psychotrope puisqu'il agit sur ce CB1 et à la différence des endocannabinoïdes, je vous ai dit que les endocannabinoïdes, une fois qu'ils avaient agi, beh, ils étaient hydrolysés par contre, le THC, lui, il n'est pas hydrolysé comme, les autres molécules, d'où son effet qui est beaucoup plus puissant que les endocannabinoïdes et qui donne ces côtés, psychotropes, importants. Alors quand je dis qu'ils sont, tous les 3 donc via le CB1 orexigène, donc c'est-à-dire qu'ils augmentent l'appétit. D'ailleurs, ceux qui fument des pétards ont souvent un appétit, qui est, augmenté et ça s'explique notamment par ce récepteur CB1. Alors dans ce contexte-là, en 2006, il y a un médicament qui est sorti qui avait été fait par Sanofi,
qui était un agoniste inverse du CB1 et l'objectif de ce médicament, c'était, la perte de poids, dyslipidémie, tout ce qui était insulinorésistance, hypertension, inflammation et cetera. C'est un médicament qui fonctionnait extrêmement bien, mais malheureusement, il a dû être retiré du enfin, non, fort heureusement, on va dire, il a été retiré du marché parce qu'il y avait des effets secondaires qui étaient quand même pas négligeables, voire, des troubles suicidaires. Donc, ça marchait super bien, mais bon, voilà. Donc ce qui veut dire que agir sur le système endocannabinoïde, beh, ça peut être intéressant, mais il faut faire attention par rapport à ça, puisqu'on peut avoir des effets secondaires, notamment quand on agit sur ce CB1. Alors, le CB2, lui, est un plus impliqué dans tout ce qui est inflammation, donc du coup, on va le retrouver sur tout ce qui est immunitaire, donc que ce soit les organes du système immunitaire, comme les ganglions, la moelle osseuse, les amygdales, et cetera, les cellules circulantes, comme les lymphocytes, les macrophages, et cetera, et aussi toutes les cellules immunitaires qui sont résidentes au niveau du cerveau, qu'on appelle les cellules gliales, et donc toutes ces cellules-là, forcément, interviennent dans la réponse immunitaire et le CB2, lorsqu'on agit dessus, eh bien, un côté anti-inflammatoire. Donc on le retrouve, aussi dans tous les organes, comme je vous l'ai dit, donc immunité, les autres organes, mais également dans tout ce qui est, neuronal, mais aussi dans les ostéocytes, la rétine et cetera et cetera. Et donc le CB2 ici, il y a que le 2-AG qui agit sur ce récepteur. Ici, quand je dis, c'est sur base des affinités, donc on peut toujours trouver, oui, ça que l'anandamide se fixe aussi un petit peu ou pas. Ici, il faut rester dans des affinités qui sont relevantes au niveau physiologique, bien entendu. Et donc je vous ai dit que tout ce qui était endocannabinoïdes était dégradé dès qu'ils ont été utilisés et donc ça se fait grâce à une hydrolyse et pour l'anandamide, ça se fait grâce à une, fatty acid amine hydrolase, donc la FAH et pour la 2-AG, là, c'est une monoacylglycérol lipase et forcément, beh, on va retrouver les molécules initiales qui sont l'acide arachidonique pour les 2 molécules, d'un côté l'éthanolamine et de l'autre côté le glycérol. Donc le système endocannabinoïde, si vous m'avez bien suivi, c'est l'ensemble de ces molécules et ça, je vais dire que c'est la vue vraiment simplifiée où on a 2 ligands. On a les récepteurs CB1, CB2, les enzymes anaboliques donc de synthèse et les enzymes cataboliques, donc comme je viens de vous l'expliquer. Donc ça, c'était, je veux dire, la vue à ses débuts. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Donc on a nos deux molécules endocannabinoïdes ici qui se fixent sur le fameux CB1 et CB2, mais on se rend compte que ces molécules finalement vont aussi activer d'autres récepteurs, que leurs produits de dégradation eux-mêmes peuvent agir sur une multitude de récepteurs, et puis vous voyez qu'il y a aussi plein d'autres molécules qui interviennent. Et quand on regarde, je ne vais pas entrer dans les détails, mais si on résume un petit peu, ce qu'on peut observer, c'est que d'une part, on a, comme je vous disais, une multitude de récepteurs qui interviennent dans toutes ces réactions. Les fameux récepteurs GPR55, 18, 119, 110. Oh là, j'ai perdu mon je ne sais pas ce qui s'est C'est passé. pas grave, pas d'inquiétude, ça va Heu, redémarrer. Soit attends, parce que tu as un peu moins de réseau, ça se peut. attends, je recommence. Hop, je le rouvre. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en profite. Nathalie, est-ce que tu nous entends un peu mieux? Est-ce que tu as moins de problèmes de son? Alors, je re Parce qu'à mon OK. sens, ça devait venir de chez toi. J'imagine que tout le monde nous entend bien, puisque je n'ai pas eu enfin, je n'ai pas eu de plainte jusque maintenant. Ah voilà, Oui, ici. ah, Nathalie nous dit que c'est reparti. Ok, nickel. Voilà. Désolée, mais je ne sais pas pourquoi Parfait. ça s'est, coupé comme ça. Ne te tracasse pas, c'est parfois des questions de réseau. Le Alors, le je temps le juste, recule.
Je me permets le temps que se relance le diapo, parce que des fois, je prédis, je sais ce qui peut se passer des fois dans la tête de certaines personnes quand elles entendent certains termes. Juste pour rassurer sur quelque chose, il y a Patricia qui vous disait que les endocannabinoïdes, là on parle des vrais endocannabinoïdes qui sont du coup là EA, L2AG, et on vous a parlé du coup d'un médicament bon, qui a été retiré du marché, qui était le Rimonaban et qui agissait sur le récepteur CB1. Et donc, du coup, Patricia vous a dit que ça peut, voilà, il faut faire attention quand on agit sur le système endocannabinoïde, mais entendez, quand on agit sur CB1, sur CB2, c'est un peu plus touchy, un petit peu plus compliqué de jouer sur les endocannabinoïdes. Par contre, toutes les molécules, on en parlera après, endocannabinoïdes-like, qui sont le PEA, l'OEA, etc., qui eux n'agissent pas directement sur CB1, CB2, eux sont extrêmement sûrs d'utilisation. On a suffisamment de recul, etc. Donc attention, quand on parle, voilà, c'est très compliqué Oui, oui, les effectivement. endocannabinoïdes, et faut faire attention en disant les vrais endocannabinoïdes, l'AEA, 2AG, jouer là-dessus, c'est un petit peu plus compliqué. Pareil, de moduler l'action des récepteurs CB1, CB2, mais par contre, tout ce qui est endocannabinoïde-like sont plutôt sûrs d'utilisation. Donc, faites la distinction entre les deux, mais on va en reparler après. Mais c'est juste que les gens n'aient pas peur en se disant, oula, c'est dangereux le système endocannabinoïde, et après, on va Non, parler non, du non, PEA pas et de du tout. l'OA. Et voilà, c'est ce que j'allais justement, dire après, mettre l'accent là-dessus. Justement que, c'est intéressant, comme on va le voir, les autres molécules justement sont safe. Voilà, donc ici je reviens, sur les récepteurs. Comme vous voyez, donc il y a une famille, mais vous avez aussi, d'autres molécules, comme on va le voir, les endocannabinoïdes-like. On a aussi des associations avec la sérotonine, dopamine qui peuvent aussi interagir avec, tous ces récepteurs et comme je vous disais, des produits de dégradation. Et donc, on est passé du système endocannabinoïde à un monde qu'on appelle l'endocannabinoïdome, qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que ce qu'on avait imaginé, au départ. Et donc, si on revient sur cette figure, on peut voir qu'on a parmi la même famille que l'anandamide ici, donc les N-acétyl, acétylonam a am oh, amide, voilà, je vais y arriver, on voit que, ces molécules, en fait, n'agissent pas sur le CB1 et CB2, mais sur d'autres récepteurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ces molécules le système paracannabinoïde ou endocannabinoïde-like, donc c'est la même chose, tout simplement parce qu'ils sont similaires, qu'on va voir en termes de molécules, mais ils ne se fixent pas sur le CB1 et le CB2. Donc, le système cannabinoïde, donc phyto ou les endocannabinoïdes, c'est parce qu'ils se fixent sur CB1 et CB2. Et donc voilà, vous avez la liste ici de toutes ces molécules qui sont similaires à l'anandamide, en termes de structure, chimique. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est le PEA, donc le palmitoyl-éthanolamide et le oléoyl-éthanolamine qu'on va voir, aujourd'hui. Pour les autres molécules, elles sont similaires, mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas encore de compléments alimentaires qui ont été développés, pour ces molécules. Alors, en résumé, finalement, ce monde des cannabinoïdes, je dirais le monde fantastique des cannabinoïdes parce que moi, il me passionne. C'est vraiment un monde qui touche à la fois ce qu'on produit nous dans notre corps, donc les endocannabinoïdes, mais autour de ça, vous avez tout ce qui vient des plantes et donc on a tout ce qui vient du cannabis, donc les phytocannabinoïdes qui viennent du cannabis. Je vous ai parlé du THC, mais le plus connu aussi, c'est le CBD, mais il y en a plein d'autres aussi qui existent. En plus, dans ces plantes-là, vous avez des terpènes et cetera qui peuvent aussi interagir, avec ces récepteurs. Puis parallèlement aux endocannabinoïdes, vous avez les LIKE, comme je viens de vous en parler. Et puis aussi, peut-être que vous ne connaissez pas ça, c'est les en fait, c'est un mot que j'ai un petit peu inventé, cannabimimétiques. Donc ce sont des molécules qui sont extraites d'autres plantes, mais qui ont cette capacité à se fixer sur les CB1 et CB2. Donc, parfois, on se demande pourquoi, il y a des molécules qui fonctionnent bien et qui interagissent ou pas. Eh bien, on sait qu'il y a un lien avec le système cannabinoïde. Notamment
un que vous connaissez peut-être, c'est le bêta-caryophyllène, qui est issu du clou de girofle ou du poivre noir, qui a la capacité de se fixer sur le CB2 et qui explique, son rôle, très important, en tant qu'anti-inflammatoire. Voilà, voilà, en quelques mots sur le système, cannabinoïde. Et donc ici, maintenant, je vais vous, parler de deux, trois définitions pour qu'on soit aligné pour la suite de la présentation. Donc quand on regarde les repas en quelque sorte, donc on a un repas 1 et puis un repas 2, puis il y a un temps entre les 2. Eh bien le rassasiement, c'est un processus, donc un état physiologique, qui se met en place pendant le repas. Donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir, des signes qui vont nous faire arrêter de manger. Donc ça met fin au repas. La satiété, elle vient juste après, c'est l'état de non-faim entre les 2 repas. Et donc quand on dit qu'on augmente la satiété, beh, on augmente le temps entre les 2 repas. La faim, bah, forcément, ça vous connaissez tous, ça quand vous avez faim, là, ça veut dire qu'on a un besoin de manger. Mais si on regarde dans un état physiologique, beh, l'objectif, c'est pour répondre à des besoins énergétiques et nutritionnels. Alors sur ces 3 définitions-là, mais viennent les facteurs qui vont influencer ces 3 états. Et donc ces facteurs, ça peut être des aliments, ça peut être des hormones, ça peut être des signaux neuronaux et cetera, qui vont être soit anorexigènes, c'est-à-dire qui vont réduire l'appétit ou freiner la prise alimentaire, satiétogènes, c'est-à-dire qui prolongent la satiété, ou orexigènes, qui eux stimulent, l'appétit et donc vont favoriser plutôt la prise, alimentaire. Et je vous ai mis ici quelques molécules qui sont ici en dessous, mais je vais vous en reparler, après. Alors les mécanismes de la faim et de la satiété, c'est, extrêmement complexe et ça fait intervenir, bah, à la fois le système nerveux, la circulation, le système hormonal et cetera. Et on a deux grands systèmes. On a la voie homéostatique, on appelle ça. C'est plutôt le côté, où on régule tout ce qui est besoin énergétique. Tandis que, parallèlement à cette voie homéostatique, on a ce qu'on appelle la voie hédonique. C'est celle qui influence le côté émotionnel, comme le fait d'avoir du plaisir, de manger. Et tout ça donc est relié, au système, nerveux dopaminergique et limbique. Alors très brièvement, parce que c'est pas l'objectif de faire un cours sur la faim et tout le système de faim-satiété, mais il faut savoir que, comme je vous disais, c'est relativement complexe. Donc d'un côté, on a des mécanismes, qui sont là pour, des mécanismes, mécaniques qui sont là plutôt pour un côté anorexigène. Donc c'est la mastication, la distension, de l'estomac, donc d'où l'importance de bien mastiquer, qui a ce côté anorexigène. Et puis vient en plus de cette voie mécanique, on a la voie hormonale. Qui dit voie hormonale, mais ce sont des molécules qui sont sécrétées par, différents organes du système, digestif. Donc on a depuis l'estomac, qui produit la gréline, on a le pancréas qui produit l'insuline. Au niveau de l'intestin, on a différentes molécules comme la cholécystokinine, le GLP-1, le peptide, YY. Donc tous ceux-là sont plutôt, de type, anorexigène, tandis que la gréline va plutôt, favoriser l'appétit. Le tissu adipeux, est loin d'être inerte et va sécréter aussi des molécules, dont la leptine, qui sont anorexigènes. Et donc toutes ces molécules, en fait, vont avoir une interaction avec le système nerveux. Et au niveau du système nerveux, beh, vous avez aussi, pas mal de molécules qui sont impliquées, dont on va vous en parler, l'histamine, qui intervient dans cette voie anorexigène. Et puis parallèlement à ça, donc on a la voie hédonique avec le système dopaminergique et en plus de tout ça, on a des systèmes régulateurs comme, la sérotonine, GABA et cetera, qui vont moduler tous ces systèmes-là. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit pense-bête que j'ai mis en train de colorer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, forcément,
le microbiote a un rôle hyper important dans tout ce système-là, que ce soit, au niveau, bah, forcément, intestinal, mais également le fameux lien avec, le cerveau. Alors forcément, si on veut, moduler tout ça, beh, il faut des récepteurs qui fassent l'interface entre les aliments et bien sûr toutes les cellules qui sont présentes, dans les différents organes. Et donc parmi ces récepteurs, on en a une multitude. Je vous en ai déjà parlé, le CB1, mais aussi tous ces récepteurs ici GPR110, PPAR-alpha et cetera, interviennent également dans la modulation, de l'appétit. C'est vraiment l'interface entre le monde extérieur et tout ce qui va se mettre en place en termes hormonal et au niveau nerveux. Voilà, voilà, en quelques mots. On va maintenant, entrer dans le vif du sujet par rapport à l'OEA. Donc l'OEA, c'est en fait une molécule qui est synthétisée à partir de l'éthanolamine et de l'acide oléique, donc huile d'olive. On en a très peu dans l'alimentation, on est de l'ordre du microgramme, un tout petit peu dans les flocons d'avoine, les noix et cetera, mais c'est vraiment, anecdotique. Par contre, ce qu'on retrouve donc au niveau, endogène, mais c'est tout ce qui est produit essentiellement par l'intestin, au niveau de l'intestin grêle, mais c'est également produit par les adipocytes, par les neurones, par les astrocytes et encore d'autres cellules. Et donc si on regarde, donc on part de l'huile d'olive qui va être digérée qui va être émulsionnée et cetera, donc sur des huiles. Donc ça suit, je dirais le trajet classique de la digestion des huiles avec, les lipases et cetera, et on va se retrouver avec des acides gras libres qui vont être absorbés au niveau de l'intestin. Et donc, pour pouvoir être absorbé, une des molécules qui intervient, dans la facilitation du passage de cet, acide oléique, c'est le CD36. Et contrairement à ce qu'on peut voir souvent dans la littérature où on voit que la synthèse se fait dans le cytoplasme, des cellules, non. Donc la synthèse se fait au niveau des membranes cellulaires et donc l'acide oléique doit d'abord être transformé en phospholipide, donc il va être intégré au niveau des membranes, grâce aux enzymes que je vous ai parlé tout à l'heure, et ensuite il va être lysé par une phospholipase D pour être relargué, soit dans le cytoplasme ou après dans la circulation. Et donc, en termes de relevance, parce qu'ici c'est un petit peu tout ce qui se passe au niveau préclinique, mais en termes de relevance clinique, est-ce qu'on a pu corréler justement cette huile d'olive avec cette synthèse d'OA? Et donc ça, c'est une étude où ils ont, pris donc, 15 personnes qui étaient en bonne santé. Cette expérience a été répétée 3 fois et ces personnes ont pris, donc un repas, avec, du pain et 3 types d'huile. On avait d'abord une huile, de tournesol qui était, peu riche en acide oléique, une huile de tournesol enrichie à 79 d'acide oléique et la véritable huile d'olive, donc à 75 d'acide oléique. Et donc ils ont fait le suivi aussi de la prise alimentaire par rapport à ça. Et donc ils ont pu remarquer, comme vous pouvez le voir ici, que la concentration en OEA, en fait, correspond à la concentration qu'on retrouve dans les huiles. Et en plus de ça, mais ils ont pu, corréler, cette prise d'EA, cette augmentation d'EA avec une diminution, significative de l'appétit. Donc là, on voit bien qu'on a un lien entre l'huile d'olive et la capacité donc à fabriquer de l'OEA avec une répercussion au niveau de l'appétit. Alors l'OEA, comme, au même titre que l'anandamide et le 2-AG, va aussi être hydrolysé par le même type, d'enzyme, à part qu'on a une enzyme en plus qui est la N-acétyl, la acétyléthanolamine amidase
qui est surtout utilisé par le PEA et par l'OEA. Et comme vous voyez, ça, c'est l'AEA ici qui est surtout hydrolysé par la FAH. Et donc une fois que l'OA est hydrolysé, il va, rendre l'acide oléique et l'éthanolamine. Alors vous allez me dire: «Mais pourquoi se supplémenter alors qu'on est capable de le produire? Il suffit de prendre de l'huile d'olive». Alors, c'est toujours intéressant de prendre de l'huile d'olive et donc vous avez vu un nouveau mécanisme peut-être de l'huile d'olive que vous ne connaissiez pas puisque souvent quand on parle de l'huile d'olive, on parle de ses polyphénols et jusqu'à présent, je n'ai pas souvent entendu parler de cette possibilité d'agir au niveau, des récepteurs, en tout cas des récepteurs de la faim et d'induire cet endocannabinoïde-like. Alors pourquoi vouloir une complémentation? En fait, c'est dépendant, bien sûr, de l'alimentation et comme vous le savez, donc les personnes qui sont aujourd'hui à ce séminaire sont des personnes averties, donc je sais que la majorité d'entre vous consommez de l'huile d'olive, mais en consultation, quand vous regardez un petit peu ce que les personnes mangent, ben, malheureusement, c'est pas toujours le cas et la diète, notre diète, dans nos régions dites civilisées, n'est pas toujours au top et donc du coup, quand vous mangez donc il y a des études qui ont montré ça, quand vous mangez des autres types, d'huile de graisse, eh bien ça inhibe la synthèse de l'OA, même si vous prenez un petit peu d'olive et cetera. Donc déjà, notre système aujourd'hui, notre système alimentaire, notre synthèse n'est pas optimale, rien que par le fait qu'on ne mange pas, correctement. En plus, le système de production est abaissé quand on est dans des états métaboliques perturbés. Or, c'est ce qui se passe chez quand même énormément de personnes en surpoids, les personnes qui ont un diabète, qui sont enfin bref, au niveau métabolique, c'est un petit peu le bazar aujourd'hui et ça fait partie de la majorité des problèmes qu'on rencontre en consultation. Troisième raison, je vous ai expliqué que comme, pour l'anandamide et le 2-AG, on a une cinétique qui est relativement brève, puisqu'on a une hydrolyse après avoir été utilisé et donc le fait de venir avec de l'OA exogène, eh bien, on va étendre en fait la période, la fenêtre d'action. Alors ici, je vais essayer de vous résumer, j'ai fait un petit schéma comme ça pour essayer de résumer, tout ce qu'on avait lu au niveau préclinique pour expliquer le mode d'action de l'OA. Donc en fait, l'OA, je vous ai dit, n'agit pas sur le CB1 et le CB2 et ici, j'ai pris en l'occurrence, donc c'est l'OA qu'on va, administrer par voie orale, sous forme de gélules. Et donc cette OA au niveau intestinal va agir sur un premier récepteur qui s'appelle le GPR119, qui sont sur les cellules L de l'intestin grêle. Et en se fixant sur le pôle apical de ces récepteurs, de cette cellule, eh bien, cette cellule va sécréter notamment la GLP1. Je vous ai expliqué tout à l'heure qui était anorexigène. Il va aussi intervenir dans tout ce qui est, je dirais, régulation, de facteurs de transcription, puisqu'il va agir sur le récepteur PPAR-alpha, qui est un facteur de transcription et donc du coup, il va agir sur l'expression des gènes. Alors au niveau, entérique, beh, vous avez aussi le fameux nerf vague et aussi tout ce qui est, système nerveux entérique et là, il va agir sur un autre récepteur qui est le TRPV1 et qui va donc se connecter, via, ces 2 systèmes, nerveux. Alors une fois que l'OA passe au niveau, systémique, d'abord la lymphe et puis au niveau, vasculaire, il va être distribué dans tous les différents organes où vous allez retrouver également des récepteurs, sur laquelle cette OA peut agir. Au niveau musculaire, c'est le PPAR-alpha, au niveau hépatique également le PPAR-alpha, au niveau du pancréas, c'est le GPR119 et tissu adipeux, c'est le PPAR-alpha et cette OA peut éventuellement, donc là c'est pas toujours très clair par rapport à ce qui est, dit dans la littérature, pourrait agir, également directement au niveau cérébral
en passant par la barrière hémato-encéphalique qui, est plus faible, ici, au niveau, du bulbe rachidien. Donc voilà, c'est un résumé, mais vraiment, hyper raccourci du mode d'action de l'OA. Parce qu'on pourrait passer des heures là-dessus, vous présenter, 10 000 études, précliniques qui vous montrent, comment ça fonctionne. Mais pour moi, c'est pas le plus important en ce qui nous concerne. C'est vraiment l'aspect clinique, de savoir ce que l'OA, fait concrètement. Et donc d'un point de vue mécanistique, on a pu associer ça à des effets par rapport aux améliorations métaboliques et donc tout ça, c'est pour le moment toujours au niveau préclinique. Je vous passe toutes les études qui ont été faites, où on a pu voir une amélioration bon, des paramètres lipidiques, la perte de poids, impact sur la satiété, action sur le GLP-1, donc tout ce qui était histamine, etc. Action également sur la dopamine, on augmentait le système dopaminergique, et aussi action sur tout ce qui était paramètres associés, souvent associés aux troubles métaboliques comme l'inflammation, l'oxydation, les problématiques intestinales, et on verra aussi que ça a une action sur, la douleur, le stress, la neuroprotection. Donc voilà, ça c'est en gros le résumé de centaines, je dirais, d'études précliniques qui ont, montré donc, les effets de l'OA. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce que les études cliniques nous montrent et de savoir si c'est vraiment relevant, chez l'homme. Alors, on va revoir un peu quelques études comme ça et donc, là aussi j'en ai sélectionné quelques-unes, parce que, contrairement au THC, CBD et cetera, eh bien, pour l'OA, on a énormément d'études cliniques parce que là, on n'a pas eu la même problématique qu'on a avec les phytocannabinoïdes du cannabis, en termes de régulation et donc là, il y a quand même beaucoup plus d'études cliniques qui, nous permettent de tirer des conclusions un peu plus robustes. Voilà, ça, cette première étude, en fait, qui a été, effectuée chez des patients obèses et ces personnes ont reçu, de l'OEA, donc 2 fois 125 milligrammes, 30 minutes avant le déjeuner et le dîner et c'était une étude, contrôlée par placebo. Ils ont reçu donc, soit le placebo ou l'OEA pendant, 60 jours consécutifs. Et donc, les résultats de cette étude, on a pu montrer qu'on avait une diminution significative de tout ce qui était mesures anthropométriques, pardon, BMI, tour de taille, masse grasse, etc. Il y avait aussi un impact sur les envies, donc le côté craving pour les glucides, l'envie de manger, aussi de la faim. Amélioration des sensations de satiété et les mesures, en tout cas sur les cellules qui avaient été extraites, on a pu mesurer qu'il y avait aussi une augmentation, de PPAR-alpha. Et comme Christian l'a dit tout à l'heure, contrairement à ce qui était, observé avec, le médicament que je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait un accent sur le CB1, qui bloquait le CB1. Ici, avec, l'OA, on n'a pas montré on n'a montré aucun effet secondaire. Autre étude, ça c'était une étude, chez des personnes qui combinaient à la fois un problème donc qui étaient obèses et qui avaient un problème, de NASH, donc au niveau, hépatique. Aussi de nouveau 2 fois 125 milligrammes 30 minutes avant le repas, de midi et ici du soir et ici c'était pendant 12 semaines, consécutives et là de nouveau donc ces 2 études ont montré, les mêmes types de résultats, que ce soit perte de poids, au niveau des sensations d'appétit, les paramètres glycémiques étaient également, diminués et donc là, c'est ce qui devient intéressant aussi, tous les, paramètres, liés, aux perturbations hépatiques, étaient diminués, donc toutes les enzymes hépatiques étaient diminuées. Diminution également des triglycérides, du LDL cholestérol, augmentation du HDL cholestérol. Ici, donc de nouveau dans cette même étude, ils ont, analysé,
un peu plus, profondément, je dirais, le mécanisme d'action et là aussi, ils ont observé une augmentation de PPAR-alpha. Donc vous voyez ici quand, le groupe qui avait reçu l'OEA, ils avaient une concentration plus élevée de PPAR-alpha et ils avaient également une augmentation, de facteurs qui interviennent dans la thermogénèse et tout ce qui est métabolisme énergétique, comme vous voyez ici, donc l'UCP1 et l'UCP2. Dans cette même étude aussi, ils ont observé que, les personnes qui avaient pris de l'OEA, avaient une diminution donc de leur inflammation, notamment, une diminution du NF-κB qui est le fameux facteur de transcription impliqué dans, tout ce qui est inflammation, mais également des cytokines de type, IL-6 qui étaient diminuées et au contraire, l'IL-10 qui est une cytokine, anti-inflammatoire, quant à elle était augmentée et donc vous voyez que ces différences étaient, hautement significatives, pour, toutes les mesures. Alors ça, c'est une autre, étude, qui a ah non, c'est la même étude, mais là, ils ont regardé tout le côté, antioxydant, donc c'était, d'autres mesures. Et en termes de résumé de ces études, beh, ils ont montré qu'il y avait une augmentation des enzymes antioxydantes, aussi de tout ce qui est, je dirais, facteurs antioxydants totaux, diminution aussi significative de tout ce qui était oxydation, comme le malonaldéhyde, le LDL oxydé, augmentation catalase et de la peroxydase. Donc, vous voyez que aussi pour le côté antioxydant, on a, une amélioration, significative. Antioxydant et le côté, d'un côté, bon, diminue ce qui est oxydé et d'autre part, on augmente tout ce qui est antioxydant. Et alors, parallèlement à ça aussi, ils avaient mesuré une diminution de la CRP, ultrasensible dans chaque groupe. Heu, pour rappel pour rappel, dans cette étude, c'est des personnes qui avaient suivi en même temps une diète. Donc elles avaient eu l'OEA et la diète. Donc on voit que et fort heureusement, une diète induit une diminution de l'inflammation, mais la différence entre les 2 groupes n'était pas, significative. Voilà, ça c'est encore une autre étude qui a été effectuée, chez des personnes aussi, obèses avec un H. Et là, donc c'était 60 personnes, qui avaient reçu donc de l'OA et ici on avait, qu'une seule dose d'OA, donc 125 milligrammes, 1 heure avant ah non, c'était 2 fois, 1 heure avant le repas, du déjeuner et 1 heure avant le dîner et de nouveau pendant 12 semaines et donc là, on a pu, mesurer une autre molécule, qui était augmentée, qui s'appelle la neuroguline qui est une molécule impliquée également dans tout ce qui est, régulation donc hem, de l'appétit et satiété. Et alors vous voyez aussi que, Sirtuane également est augmenté. Le PGC1 alpha, donc qui est impliqué dans la multiplication entre autres des mitochondries, était augmenté. Toute la voie aussi, par rapport à la thermogénèse était augmentée, donc l'AMP, kinase. Et donc ils ont fait une sorte de schéma, mode d'action où, l'OEA, beh, interagit, comme on l'a pu voir, avec le PPAR-alpha et en interagissant avec le PPAR-alpha qui est un facteur de transcription, eh bien ça augmente, des protéines qui interviennent à la fois dans la thermogénèse, mais également dans tout ce qui est, oxydation, de tout ce qui est, des acides gras et ça a un impact à la fois, bah, sur l'obésité, mais également sur tout ce qui est, troubles métaboliques, entre autres, au niveau hépatique. Et donc là, c'était la deuxième expérience qui montrait que l'OA avait un impact sur, Sirtuane, qui lui-même agissait sur le PGC1 alpha, PPAR alpha et cetera et le NRG4. Donc peu importe le mode d'action, tout ça pour dire que, ils ont pas mal décortiqué
comment ça fonctionnait et surtout ils l'ont montré, chez l'homme, que ça avait un impact à la fois sur l'aspect, je dirais, physique des personnes, mais également toutes les mesures qui étaient associées. Ah, ça je l'ai sélectionné cette slide cette étude parce qu'elle était intéressante pour moi. C'est le côté où on a souvent tendance à dire: «Ah OK, je veux absolument perdre du poids, donc je vais prendre 3 ou 4 gélules pour être sûr que ça fonctionne bien». Eh bien, c'est pas toujours le cas et c'est d'ailleurs souvent rarement le cas. Plus ne pas toujours dire mieux. C'est-à-dire qu'ici, ils ont testé, chez des patients, qui avaient eu un AVC, ils ont, testé la prise de 300 ou 600 milligrammes par jour. Ils l'ont donné pendant trois jours consécutifs et c'est le traitement à 300 qui avait montré, des améliorations significatives par rapport à tout ce qui était stress inflammatoire et antioxydant, chez ces patients donc qui avaient eu un AVC, donc un trouble ischémique important qui engendre une oxydation importante. Donc vous voyez que le fait en tout cas dans cette expérience par rapport, à tout ce qui est inflammatoire et oxydant, le fait d'être déjà à 300, c'est déjà très, très bien et c'est pas nécessaire d'augmenter non plus à des doses, trop élevées. Maintenant, ça veut pas dire qu'on peut pas augmenter en fonction du type d'application comme on va le voir par la suite. Alors ça, c'est une étude qui est, aussi, où ils ont testé donc l'OEA, sur tout ce qui était, métabolisme, troubles métaboliques qui étaient associés au syndrome des ovaires polykystiques. Donc ce sont des personnes qui étaient avec un BMI, de 25 à 30, donc on est donc plutôt dans l'obésité et qui avaient un syndrome, d'ovaires polykystiques. Donc ici, ces personnes avaient reçu, 125 milligrammes une fois, donc contrairement aux autres études où c'était 2 fois, donc on était à 250 par jour et ça a été effectué pendant, 8 semaines consécutives et donc dans cette étude, on a pu observer une diminution, significative de tout ce qui était paramètres glycémiques comme la glycémie, l'index HOMA, tout ce qui était antioxydant également, donc diminution MDA et tout ce qui est, antioxydant, donc le facteur total antioxydant, ainsi qu'une diminution significative de l'inflammation, donc CRP, TNF-alpha, et également, un taux sérique, de la, comment, de l'hormone, allez, qu'est-ce qu'on dit, cette hormone-là? Heu, Ça va me revenir. J'ai oublié son nom, peu Christian, si importe. ça te revient, Ah, n'hésite pas. attends, heu, oh, je ne sais plus. Progestérone. Non, 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 La non. MH, tu veux dire? Ouais, 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 La je ne sais hormone plus. antimullérienne? Oui, voilà, voilà, c'est ça, voilà. Merci. Bonne réponse de Vanessa et de Amel Oui, merci, désolée, hein. qui ont Un voulu petit t'aider. trou. Mais quand j'ai des personnes en face de moi, ben souvent elles répondent à ma place quand j'ai un trou. Donc voilà. Alors, ce qui était intéressant ici, c'est on a pu donc observer des diminutions significatives sur les paramètres, métaboliques, mais par contre, il y avait pas d'impact sur la perte de poids. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que justement 125 milligrammes est suffisant? Donc ça, c'est le 1er facteur, qui est différent par rapport, à ce qu'on a vu précédemment et d'un autre côté, ils ont aussi, pris ce LOA à la fin du repas. Alors on n'a pas l'explication aujourd'hui par rapport à ça, mais voilà, bon, déjà donc vous voyez que déjà 125 milligrammes, ça a déjà un effet sur, tout ce qui est, heu, paramètres donc, liés aux troubles métaboliques. Ah ben Christian, c'est à toi. Je oups, j'arrête le partage. Voilà. OK, c'est moi qui vais partager avec le bon écran. C'est celui-là. OK, c'est bon? Oui, Oui, Ouais. parfait. Eh bien, moi alors.
Donc du coup, après cette belle présentation du système endo et paracannabinoïde et de tout l'endocannabinoïdum par Patricia et notamment on vous a pas mal parlé de l'effet de l'OA parce que c'est là où il y a beaucoup d'études cliniques, il y a beaucoup de données et initialement il était surtout connu pour ça. L'OA c'était pour l'effet sur on va dire plus la santé métabolique, sur l'effet un petit peu perte de poids, etc. Euh, un petit point aussi pour vous rassurer, puisque je suis moi-même depuis plusieurs mois utilisateur d'OEA. Euh, Quand on vous dit que ça agit sur la perte de poids, on n'est pas sur, c'est pas de l'Ozempic, hein, donc j'ai pas perdu du poids depuis des mois où je le prends. Alors j'ai peut-être un petit peu moins faim, c'est vrai, mais voilà, rassurez-vous, vous n'allez pas maigrir à vue d'œil ou quelqu'un qui aurait un poids limite, va pas forcément voilà se retrouver en dénutrition parce qu'il prend le OA. Au contraire, ça peut avoir aussi des effets intéressants. Par exemple, sur les gens qui ont des troubles digestifs, avoir un effet anti-inflammatoire et faire en sorte que les personnes puissent justement plus manger et reprendre du poids. Donc, n'ayez pas trop peur d'un effet, c'est un effet régulateur, hein, donc ça va être très intéressant dans le cadre d'une personne qui va être obèse, tout ça et tout, notamment pour la perte de poids. Après, quelqu'un qui est déjà mince et va pas forcément perdre encore plus de poids avec l'OEA. Alors, donc, je vais vous parler un petit peu des effets en premier de l'OA sur la santé intestinale, notamment avec cette étude qui a été faite chez la souris et qui est intéressante. Donc, en fait, dans l'étude, alors, on a des modèles pour déclencher notamment des problèmes inflammatoires ou pour perturber le microbiote. On fait ce qu'on appelle des HFD, donc c'est les High Fat Diet, donc c'est des régimes très riches en graisse, et souvent en mauvaise graisse d'ailleurs. Et donc ça va perturber la flore intestinale, déclencher de l'inflammation intestinale. Enfin voilà, c'est des modèles très reconnus et utilisés notamment dans les modèles murins. Et donc bien évidemment que cette high fat diet a eu des conséquences néfastes sur les souris, notamment sur le microbiote, et vous allez voir après sur la santé intestinale, l'épithélium intestinal. Et on a fait un groupe où en fait on a utilisé un système, on appelle ça Probiotic Based Delivery System. Donc en fait on a utilisé un probiotique comme système pour délivrer une molécule. Bon, là, on n'a pas délivré de l'OEA directement, on va dire, le lactobacillus, en fait, cette bactérie a été transfectée, c'est-à-dire qu'on a mis à l'intérieur un gène qui est la NAP PLD, qui permet en fait la synthèse d'OA. Donc en fait, on a transformé un probiotique, on l'a modifié pour qu'il devienne une sorte d'usine de production d'OA. Donc ça c'est très intéressant, ça permet du coup de délivrer, ce probiotique va s'installer au niveau de la muqueuse intestinale, ça permet de délivrer l'OA pile dans la bonne zone, c'est au niveau intestinal. Voici ce qui a été fait. On avait un groupe contrôle, on a juste administré le probiotique sans le gène qui permettait de produire l'OA pour voir s'il n'y avait pas aussi un effet du probiotique, évidemment. Et donc, ce qui est intéressant, vous allez voir, donc là, vous voyez ici, donc ça, c'est les souris contrôle qui n'ont pas été soumis au High Fight Diet. Là, vous avez les souris qui ont été soumises au High Fight Diet et on voit qu'il y a justement au niveau histologique une altération des dommages au niveau de la muqueuse intestinale qui sont provoqués par ces régimes riches en graisse. Lorsqu'on administre le probiotique seul, on ne voit pas de grande différence. Et lorsque, par contre, on administre le probiotique qui a été transfecté avec la nappe LP, là, euh, on voit une restauration de l'épithélium intestinal et donc un effet de réduction des dommages au niveau de la muqueuse qui était induit par Light Fight Diet. Donc tout simplement parce que ce probiotique-là va se mettre à produire avec l'oléate, puisqu'on administre en même temps de l'oléate, donc l'acide oléique, et ce probiotique va permettre de produire in situ directement dans l'intestin de l'OA. Et on voit donc qu'il y a un effet intéressant aussi au niveau de la perméabilité. Là, vous voyez des protéines de jonction serrées, donc zonula occludens, occludine. Et donc, ces protéines de jonction serrées sont moins exprimées. On retrouve une abondance plus faible dans les high fat diet. Et lorsqu'on administre ce probiotique qui permet de produire l'OA, on a une restauration de ces protéines de jonction serrées, donc ce qui a permis d'agir de manière positive sur la perméabilité intestinale. Donc, OEA améliore la perméabilité intestinale, a un effet anti-inflammatoire et sur la muqueuse, hein, il va contrer les dommages qui peuvent être induits de la muqueuse.
On a d'autres études voilà, qui ont renforcé aussi l'effet de l'OA sur la perméabilité et qui ont montré que, alors, il y a plusieurs effets, hein, le lien entre OA et réduction de la perméabilité passe par plusieurs effets, notamment via le microbiote, via l'effet anti-inflammatoire, et on sait que ça passe notamment via l'action sur des récepteurs tels que PIPAR-alpha, on en a parlé avant. Donc l'OA va se fixer sur ces récepteurs-là, un récepteur nucléaire, et ça va aussi agir sur TRPV1. Donc en agissant sur ces récepteurs-là, on a une amélioration de la perméabilité. On a aussi un effet intéressant qui est plus sur le système immunitaire, notamment intestinal. Et donc l'OA va permettre une polarisation, c'est-à-dire un peu un changement des lymphocytes T plutôt vers un profil anti-inflammatoire. Et on voit globalement, lorsqu'on traite les souris avec l'OA, qu'on a une diminution de la sécrétion de plusieurs cytokines pro-inflammatoires, comme ici le TNF-alpha, interféron gamma, IL-6, IL-4, etc. Donc on a plutôt voilà, une polarisation vers un statut anti-inflammatoire, puisque par contre, on a alors même si elle n'est pas significative a priori, on a une tendance à l'augmentation de la sécrétion d'IL-10. IL-10, qui est une cytokine anti-inflammatoire qui est produite notamment par les T-règles, les T-régulateurs. Donc il semblerait qu'on fait une sorte de shift du système immunitaire et plutôt vers un profil régulateur. Donc encore une fois, là, d'autres études qui semblent montrer des effets sur la perméabilité de manière intéressante et sur l'inflammation. On a aussi des études, du coup, toujours chez la souris, mais qui montrent des effets intéressants sur là, carrément des modèles inflammatoires, donc de colite inflammatoire, donc ce qui correspondrait à des modèles qui miment un peu les BICI, hein, maladie de Crohn notamment. Et donc, on voit qu'il y a un effet anti-inflammatoire et immunomodulateur. Donc, ça aussi, c'est un modèle de souris. On a mis ce qu'on appelle du DSS qui permet d'induire une forte inflammation intestinale et donc du coup des colites. Lorsqu'on induit de l'inflammation intestinale, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit plus de LPS qui passe dans le sang. Donc, ça veut dire on va altérer la muqueuse. Donc, du coup, on crée une perméabilité accrue et une endotoxémie. Donc, on a un passage de ce LPS, qui sont des fragments bactériens dans le sang, ce qui est pas terrible. Ça engendre de l'inflammation derrière. Donc, lorsqu'on administre le DSS, qu'on induit de l'inflammation, plus de passage de LPS dans le sang, plus de sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, comme le TNF-alpha, l'IL-1 bêta, l'IL-6, etc. Une diminution de la sécrétion de cytokines anti-inflammatoires comme IL-10. Et lorsqu'on on met de l'OEA, on arrive à réverser une partie de l'inflammation, pas totalement, hein, mais en tout cas une partie. Donc, du coup, on a moins de passage de LPS en systémique, donc une réduction de l'endotoxémie, une réduction des cytokines pro-inflammatoires et une augmentation de l'IL-10 qui est anti-inflammatoire. Donc des effets immunomodulateurs intéressants. On va parler un petit peu aussi de l'effet de l'OA sur le microbiote intestinal. Donc ce qui a été montré hein, chez la souris, encore une fois, mais ça a été confirmé en grande partie chez l'homme, c'est que lorsqu'on donne une supplémentation donc dite subchronique, hein, donc ça prend quelques temps quand même pour se modifier, donc cette supplémentation en OA, elle va vous faire un shift du microbiote. Et donc, vous allez avoir un microbiote qui va finir par un peu plus ressembler au microbiote d'une personne qu'on appelle lean phénotype, donc c'est une personne mince, hein. Et ce qu'on voit notamment lorsqu'on regarde les phyla bactériens, on a, grâce à l'OA, plutôt, vous voyez ici, donc une réduction des firmicutes du coup, on va dire un ratio firmicute-bactéroïditesse qui se modifie. Vous savez sûrement qu'un des marqueurs, on retrouve souvent chez l'obésité un ratio firmicute-bactéroïditesse qui est augmenté, c'est-à-dire plus de firmicutes. On trouve plus de firmicutes chez les personnes obèses et on a ce ratio qui est plutôt souvent diminué, donc plus de bactéroïditesse chez les gens qui ont des MICI. C'est des choses qui ont été mises en évidence dans la littérature. Donc plutôt un effet positif de réduction des firmicutes, parce que les firmicutes sont très impliqués dans en fait, l'extraction des calories de l'alimentation. Elles ont une capacité voilà, d'extraire fortement les calories de l'alimentation, donc c'est pas illogique de voir ces firmicutes augmenter chez les gens qui sont obèses. On a trouvé, alors les lactobacillus font partie des firmicutes, hein. On a une légère diminution des lactobacillus avec la supplémentation en OA. Donc après, attention, on n'allait pas conclure que c'est un effet négatif sur le microbiote, hein. C'est des choses, c'est bien plus complexe, mais en tout cas, on a remarqué des changements dans les firmicutes et notamment de réduction du genre Lactobacillus. En tout cas, ce qu'on on a pu conclure des quelques études, des données qu'on a de l'effet de l'OA sur le microbiote, c'est que les conséquences de cette supplémentation en OA sont comparables à celles d'une alimentation riche en fibres.
En gros, on transforme le microbiote, on mime un peu les effets d'un régime riche en fibres. Alors attention, n'allez pas vous dire demain, allez, on va manger de l'OEA et on arrête de manger des légumes et des fruits. Surtout pas. Mais voilà, du coup, comment de manière intéressante, on peut changer un microbiote grâce à l'utilisation d'une molécule. Là, on a une étude qui s'est intéressée du coup chez l'homme, hein, notamment chez les patients obèses, à l'effet d'une supplémentation de 250 mg par jour. Donc, vous voyez, généralement, les dosages utilisés, c'est ceux-là en fait, hein, c'est 250 mg sur quasiment l'entièreté des études, 250-300 mg. Ces effets, je vous confirme, en pratique, je vois certains effets à 125 mg. Sur la perte de poids, je ne saurais pas vous dire, mais d'autres effets dont on parlera après. Mais majoritairement, les gens ressentent vraiment des effets à 250 mg. Et donc là, on a une étude où on a administré l'OA pendant 8 semaines, hein, et on voit une augmentation de la fameuse Akkermansia mucinifila, qui est une bactérie, vous savez, on l'appelle la bactérie anti-obésité, une bactérie qui a un effet positif notamment sur la régulation de la glycémie, la perméabilité intestinale aussi, et la santé de la couche de mucus. Donc c'est une bactérie qui a tendance à être diminuée chez les gens qui sont obèses. Là, c'est un petit résumé. Donc, on vous a présenté avant en fait l'effet de l'OA. Pour rappel, hein, il agit sur différents récepteurs comme PAR-alpha, GPR119, TRPV1. C'est notamment via l'effet sur GPR119. Quand on active GPR119, ça induit derrière d'autres effets, notamment la sécrétion de ce qu'on appelle le GLP1, le glucagon-like peptide 1. Vous le connaissez peut-être parce on parle beaucoup depuis quelque temps des effets néfastes de certains médicaments euh, utilisés à mauvais escient surtout, qui sont les agonistes GLP-1 comme l'Ozempic ou autres. Vous avez des personnes qui les détournent, hein, pour perdre du poids l'été. Voilà, il faut mieux prendre l'OA, vous n'aurez pas les effets secondaires. Par contre, voilà, sur l'Ozempic ou autre, c'est des médicaments qui sont très puissants, hein. On met pas en, on met pas en doute l'efficacité sur des fois les pertes de poids, même d'un effet anti-inflammatoire. Il faut faire attention, voilà, aux effets secondaires et à pas détourner l'utilisation pour avoir un plus joli ventre l'été, ça ne vaut pas le coup. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui peut agir sur GLP1 et favoriser sa sécrétion est très intéressante pour avoir un effet satiétogène, perte de poids, réduction de l'inflammation, etc. Et ce qui est intéressant avec l'OEA, c'est en fait un double effet potentialisateur sur GLP1, puisque, alors on sait que l'Akkermansia mucinifila, cette bactérie-là, elle a un effet, donc sur l'augmentation de GLP1, que l'OEA, quand vous l'administrez, ça augmente l'Akkermansia, et l'OEA lui-même, en activant GRPR 119, augmente GLP1. Donc l'OA va augmenter GLP1, l'OA va augmenter Akkermansia mucifila, qui elle-même va augmenter plus le GLP1. Donc on a vraiment un cercle virtueux ici qui est intéressant. Et on sait que l'Akkermansia elle-même, lorsqu'elle augmente, elle augmente l'OA. Donc c'est intéressant de voir, on donne l'OA, on a plus d'Akkermansia, on a plus d'Akkermansia, on a plus d'OA circulant. C'est ce que certaines études ont mis en évidence. Donc voilà, effet très intéressant de l'OEA sur notamment cette bactérie. Je vais maintenant vous dire un petit mot. Je sais que certains parmi vous là, qui sont là ce soir attendent ça avec impatience de l'OA et de tout ce qui est en lien avec l'histamine et le syndrome d'activation mastocytaire, ou d'une manière plus générale à l'activation mastocytaire. Il y a des liens, il y a clairement un lien, hein. Vous allez voir dans plusieurs sens, hein, c'est un petit peu complexe, hein. J'essaie de simplifier les messages au maximum parce qu'il y a clairement une relation entre le système histaminergique, l'histamine, les récepteurs à l'histamine et l'OA, et puis des liens aussi entre l'OA et les mastocytes. Il y a clairement quelque chose de très intéressant avec cette molécule. Euh, pour commencer, c'est déjà un petit mot sur l'OA. L'OA a un effet, on sait, euh, un effet en fait, notamment de mobilisation des réserves hépatiques et une stimulation de la lipolyse et de l'augmentation de la fabrication des corps cétoniques. Et on sait que, notamment dans un cadre spécifique, hein, le jeûne, la synthèse d'OA, elle va augmenter au niveau du tissu hépatique, d'accord, pour augmenter la production de corps cétoniques notamment. Et cette synthèse d'OA, c'est intéressant parce qu'elle dépend de l'activation du récepteur H1. Ça veut dire que dans le cadre du jeûne, c'est via la stimulation du récepteur H1 qu'on a une augmentation de la synthèse d'OA,
Et donc, il semblerait y avoir une interaction entre l'histamine et l'OA au niveau hépatique, hein, dans le cadre de cette cétogénèse. Et ça marche comme ça, en fait, quand vous faites un jeûne, il y a une libération d'histamine qui se fait via les mastocytes hépatiques. Vous voyez, on parle beaucoup des histamines, des mastocytes. Alors en excès, une activation mastocytaire excessive ou trop d'histamine, c'est pas bon, mais l'histamine est un médiateur, un neuromédiateur, une molécule biochimique extrêmement importante qui intervient dans plein de processus physiologiques. Et si demain on fait disparaître l'histamine, ne serait-ce que notre cerveau, il n'y a plus rien qui fonctionne. On tombe par terre, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, c'est une molécule qui est très, très importante et dont la balance est très importante. Et donc, lors d'un jeûne, on a une libération d'histamine qui se fait par les mastocytes hépatiques au niveau du foie. Et cette libération d'histamine locale, hein, je précise bien, va activer les récepteurs H1 et va du coup augmenter la synthèse d'OA. Ça va augmenter l'oxydation d'acides gras et donc la cétogénèse. Donc, du coup, c'est moi qui me dis: «Ah tiens, c'est intéressant». Je ne connaissais pas ce lien, OEA, récepteur, H1 et le lien entre les récepteurs H1 et la cétogénèse et du coup, j'avais, voilà, une réflexion en me disant: «Tiens, bah, théoriquement, quand vous prenez des antihistaminiques, des anti-H1, ça pourrait potentiellement réduire plus ou moins la cétogénèse, durant un jeûne», hein, c'est possible. On est toujours sur l'histamine. Là, je vais vous parler un peu plus de l'effet satiétogène. Donc, il y a des études qui sont intéressées à essayer de comprendre l'effet sur la satiété et notamment réduction aussi de la prise alimentaire également. Par quel biais ça passait? En fait, ça passe par le système histaminergique cérébral. On s'est rendu compte que l'effet satiétogène de l'OA était dépendant de l'histamine cérébrale. Et lorsqu'on bloquait dans les modèles animaux la synthèse d'histamine au niveau cérébral, on bloquait l'enzyme, l'HDC qui produisait l'histamine, on avait une perte de l'effet satiétogène de l'OA. Donc on a montré par ce biais-là que l'effet satiétogène de l'OA passait notamment par l'histamine cérébrale. Et ce qui était intéressant, c'est lorsqu'on a co-administré un anti-H3, pitolisant par exemple, peut-être entendu parler, on parle beaucoup des antihistaminiques anti-H1, c'est ceux que les gens prennent pour notamment les allergies, les anti-H2 aussi qui agissent un peu comme des IPP, ils coupent l'acidité gastrique, et puis on a des anti-H3, anti-H4 n'existent pas. Donc les anti-H3 comme le pitolisant, donc quand on administre un anti-H3, ça potentialise l'effet de l'OA. Alors, c'est là où peut-être ça ne va pas vous paraître logique, c'est l'anti-H3 augmente l'histamine cérébrale. Pourquoi? Parce que contrairement au fonctionnement d'autres récepteurs, le récepteur H3 de l'histamine, c'est ce qu'on appelle un autorécepteur présynaptique, d'accord? Donc il se trouve en fait sur les neurones histaminergiques et il va réguler notamment la libération d'histamine. C'est-à-dire que l'activation du récepteur H3 va venir bloquer la libération d'histamine au niveau de certaines zones du cerveau. Donc, son activation bloque la libération d'histamine, ce qui fait que lorsqu'il est trop activé, ça peut avoir des effets néfastes. En fait, on sait que voilà, l'activation mastocytaire, par exemple, au niveau du système nerveux, ou même encore la neuroinflammation, entraîne une dérégulation de ce récepteur H3. Et si ce récepteur H3 est trop activé parce qu'il y a plein de mastocytes qui libèrent de l'histamine, on a ensuite une diminution de l'histamine dans certaines zones du cerveau. Ce qui induit une baisse de la vigilance, une fatigue psychique, on a envie de dormir, on a plus de troubles de la concentration. Donc du coup, c'est ce qui peut expliquer pourquoi chez des gens qui ont des problèmes d'histamine, notamment d'activation mastocytaire, ils ont des sensations après d'être complètement avec un brouillard mental et d'être complètement crevés, ils n'arrivent plus à réfléchir, etc. Ça peut être dû à une dérégulation, à une surstimulation excessive du récepteur H3. Et donc du coup, on a une baisse du coup de l'histamine dans certaines zones du cerveau. Et l'histamine est un neurotransmetteur de l'éveil. D'accord? On a besoin d'histamine pour rester éveillé, pour réfléchir, etc. En résumé, l'OA augmente la libération d'histamine et aussi d'ocytocine, ça aussi qui est intéressant, dans certaines zones du cerveau. Euh, donc, c'est pour conclure que augmenter l'histamine cérébrale dans des zones clés du cerveau, même en cas d'activation mastocytaire, n'a rien d'illogique et c'est pas forcément néfaste. Bien au contraire, je ne vous dis pas le nombre de personnes qui ont des problèmes d'activation mastocytaire ou de neuroinflammation qui se sentent vraiment très bien et qui ont des effets vraiment spectaculaires et très intéressants avec l'OA. Pourtant, on sait que l'OA va plutôt stimuler la libération d'histamine dans certaines zones du cerveau. Donc voilà, attention à pas confondre les rôles des récepteurs H1, H2 et de ce récepteur H3 qui est un récepteur particulier. Alors là, je
parler d'une étude qui est intéressante, qui est très récente d'ailleurs. Bah, je l'ai mise parce que j'avais compris aussi j'avais compris qu'il y avait des effets quand même très intéressants stabilisateurs mastocytaires. Finalement, il y avait pas énormément de preuves, directes. Alors moi, j'en avais trouvé des preuves indirectes et j'avais compris que ça passait a priori par GLP-1. Mais là, du coup, récemment, il y a eu des études qui ont été publiées sur l'OA, les allergies et les mastocytes. Et dans une étude qui avait montré une amélioration, donc l'administration d'OA avait amélioré l'asthme allergique et les terrains atopiques de manière générale, donc entendez eczéma notamment, et cet effet-là passait via GPR 119. Donc là, on avait un modèle murin, on déclenche souvent pour étudier les phénomènes allergiques, on utilise des modèles qu'on appelle OVA, donc on injecte de l'olvalbumine pour déclencher des réactions allergiques chez les souris, notamment. Et lorsqu'on a administré l'OA, on a montré qu'il y avait une réduction des manifestations allergiques au niveau pulmonaire, on avait moins d'accumulation d'éosinophiles, d'inflammation, d'hypersécrétion de mucus. On peut avoir un intérêt de l'OA dans l'asthme, et notamment l'asthme allergique. Concernant la dermatite atopique, c'est là où c'est intéressant, l'OA avait réduit l'accumulation des mastocytes au niveau de la peau. Vous allez me dire: «OK, bon, ça agit au niveau de la peau», mais en creusant encore, on a carrément montré que l'OA était capable de limiter la dégranulation des mastocytes, donc un effet stabilisateur des mastocytes clair et aussi un effet sur l'expression de cytokines en lien avec la voie TH2. C'est la voie TH2, c'est la voie de l'atopie, l'allergie, donc on avait une diminution d'activation de cette voie. Donc globalement, une amélioration des allergies et des problèmes d'activation mastocytaire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'effet de l'OA sur les allergies ou les mastocytes passe par GPR 119. Si on bloque GPR 119 sur ce récepteur-là, on n'a plus les effets de l'OA. Et là, c'est là, vous vous rappelez peut-être avant, je vous ai dit, GPR 119, quand il est activé, il stimule, bon, il va avoir différents effets, notamment il stimule la sécrétion de GLP-1. Et pour moi, une grande partie des effets de l'OA stabilisateur de l'effet stabilisateur des mastocytes de l'OA passe par GLP-1. Je vous l'explique après. En gros, c'est comme ça que ça fonctionnerait. L'OA active GPR 119, ça stimule la sécrétion de GLP-1 et ce GLP-1 a un effet anti-inflammatoire et stabilisateur des mastocytes. On a, eu plusieurs publications dernièrement, voilà, des case studies, donc des études de cas sur quelques personnes, et là, une petite étude aussi qui a été publiée très récemment. Et il y a de nouvelles preuves scientifiques qui mettent en avant que les agonistes GLP-1, d'une manière générale, donc notamment Ozempic, sémaglutide, peuvent être des molécules qui stabilisent les mastocytes. On a eu des case studies de manière intéressante. Alors, c'est pas aujourd'hui validé comme un médicament stabilisateur des mastocytes, mais ça pourrait changer, notamment aux États-Unis, via des experts qui connaissent bien l'activation mastocytaire. Et il y a eu des cas qui ont été publiés de personnes qui ont eu une stabilisation totale et un arrêt de tous leurs problèmes liés à l'activation mastocytaire de manière assez drastique, hein, parce qu'elles utilisaient des agonistes GLP-1. Alors, elles les utilisaient pour la perte de poids ou pour un diabète, une obésité ou autre chose. Et en utilisant ce médicament-là, elles ont vu une réduction, voire une normalisation de leurs symptômes liés à l'activation mastocytaire. Donc, il se peut qu'on puisse utiliser ces médicaments-là à l'avenir ou des molécules qui peuvent agir aussi sur la sécrétion de GLP-1. Parce que bien évidemment, ces médicaments peuvent avoir aussi des effets secondaires. Mais voilà. Alors, ce qu'on ne sait pas trop encore, il y a encore des questionnements, c'est OK, si le GLP-1 a un effet stabilisateur des mastocytes, comment ça marche? Donc la littérature, c'est un peu de données contradictoires, on ne sait pas trop bien encore s'il y a vraiment des récepteurs GLP-1 sur les mastocytes. Des études qui sembleraient peut-être dire que oui, mais voilà, on n'a pas une identification claire aujourd'hui, mais c'est hautement probable, du coup, qu'il y aurait peut-être des récepteurs GLP-1 sur les mastocytes, d'où le fait que des molécules qui activent ces récepteurs, ou qui favorisent la sécrétion de GLP-1, pourraient avoir des effets intéressants. Donc pour moi, semblerait que c'est plutôt clair que l'OA semble avoir un effet stabilisateur des mastocytes. Enfin, c'est une hypothèse qui est mise et dans laquelle je crois. Ça se passe par la stimulation et sécrétion de GLP-1. Je vais vous parler maintenant de l'OA et des effets neuraux. Euh, et on va commencer par quelque chose d'intéressant. Finalement, j'avais émis des hypothèses et je m'étais intéressé à l'OA dans mes études quand j'étais en doctorat, en fait, depuis assez longtemps. J'ai un petit peu travaillé du coup sur les endocannabinoïdes, notamment au Canada.
Et donc j'avais publié un article durant ma thèse. Il était une fois un ours. Pourquoi je vous parle de l'ours et d'où il vient, vous allez voir, c'est intéressant. Donc j'ai travaillé durant ma thèse sur le modèle de l'ours brun hibernant, pas tellement pour étudier l'hibernation de l'ours, mais surtout pour l'étudier en fait comme un modèle qui pourrait nous apporter des informations et même des solutions pour des pathologies humaines. Donc il y avait un rôle de biomimétisme, d'essayer de transférer certaines propriétés et résistances de l'ours chez l'homme en fait. Et on avait notamment identifié potentiellement dans le sérum de l'ours divers, je précise, des facteurs circulants, des molécules qui pourraient avoir des intérêts sur la santé cardiovasculaire, voilà, sur plein de paramètres. Il y a des projets aussi de travaux plus intéressants sur la radioprotection, sur comment on pourrait aussi mettre les humains en hibernation. Bon, je passe toutes ces histoires et tous les trucs sur lesquels j'ai travaillé. En tout cas, donc j'avais fait une publication sur les endocannabinoïdes et notamment ce qui se passait chez l'ours et les comparaisons des molécules circulant entre l'été et l'hiver. Et il y avait quelque chose qui m'avait un petit peu sauté aux yeux. J'avais émis plein d'hypothèses derrière. Je les ai émises chez l'ours et en fait, je me suis rendu compte après que c'est vérifié chez l'humain, ça marche. Hem et donc du coup, donc chez les animaux hibernants, c'est hibernation, il y a une réduction de la température corporelle, mais surtout du métabolisme. Alors chez l'ours, on a une faible réduction de la température corporelle, il passe de 37-38 à 35-36, alors que les marmottes, par exemple, elles vont avoir une chute drastique. Il y a même des écureuils, on appelle ça les Arctic ground squirrel, et donc du coup, ces écureuils arctiques, ils peuvent quasiment frôler le point de congélation, quoi, descendre à la température corporelle qui avoisine les 0 degrés. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'une manière générale, on sait que chez les animaux hibernants, par exemple chez la marmotte, par rapport à l'été et en hiver, on a une réduction globale de tous les endocannabinoïdes circulants. C'est normal, bah, il y a un hypométabolisme, tout est au ralenti, donc ça paraît logique que la synthèse de molécules, vous savez que le corps, quand il synthétise quelque chose, ça coûte de l'énergie, c'est pas le moment de synthétiser, plein de trucs, et notamment, bah, on a une réduction chez tous les animaux hibernants qu'on connaît, notamment les petits hibernants, on a une réduction voilà, de l'anandamide, du 2-HG, de l'OEA. Et de manière assez surprenante, ce qu'on a découvert du coup chez l'ours hibernant, c'est carrément une forte augmentation de l'OEA en hiver, chose qui n'est pas observée chez les autres hibernants. Et on a trouvé ça assez étonnant puisque, comme on a parlé avant, l'OEA, sa synthèse est plutôt stimulée par la prise alimentaire, notamment par l'acide oléique. Et l'ours en hiver, il hiberne, il ne mange pas, hein. Il passe 6 mois sans boire, sans manger, etc. On s'est dit: «Tiens, c'est quand même étrange, les autres endocannabinoïdes diminuent, le AEA, le 2-AG, si on regarde d'autres molécules, et l'OEA, il y a une très forte augmentation l'hiver». Donc on s'est dit: «Tiens, il y a peut-être un rôle, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Pourquoi, l'ours en hiver et il a l'OEA comme ça circulant qui augmente fortement?» Et donc il y a plusieurs hypothèses, sur lesquelles, j'avais travaillé, que j'avais émises. Bon, je vous passe tous les schémas, les explications de tout ce qui semblait, se modifier. Hem En tout cas, j'avais émis l'hypothèse que, en fait, cette augmentation du taux d'OA circulant chez l'ours en hiver pourrait participer aux adaptations et comportementales et physiologiques de l'ours, notamment un maintien d'une voie de signalisation anorexigène, donc un blocage de la prise alimentaire. L'ours, il hiberne, ne doit pas avoir faim, donc il faut bloquer ce système, de prise alimentaire et cet effet, de recherche de nourriture. Donc on peut penser que l'OA en hiver qui est fortement augmenté, ça permet de bloquer ce signal et d'avoir un effet de réduction de blocage à la prise alimentaire. Également, on a vu que l'OA a un effet sur la lipolyse, donc de mobilisation des acides gras. L'hiver, l'ours, ne dégrade pas son muscle, hein, il le conserve bien, même sans bouger, ce qui est assez exceptionnel. Et par contre, il puise dans ses réserves de graisse. Donc il faut favoriser la sortie la libération des graisses et des acides gras pour pouvoir les oxyder. Donc du coup, l'OA semblerait aussi intervenir dans l'oxydation des acides gras, en favorisant la lipolyse et l'oxydation des acides gras. Et surtout, ben, l'hypothèse aussi que j'avais émise, c'est que l'OA pouvait avoir un effet central. Peut-être, on a des études qui montrent que l'OA pourrait avoir un rôle dans la réduction de l'activité motrice. Donc on a un peu moins envie de bouger de faire une forte activité, on va dire, physique. Mais par contre, un effet central de maintien un peu d'un état d'alerte. Pourquoi je vous dis ça? C'est que les autres hibernants,
comme des marmottes ou d'autres, pouvaient jouer avec. En fait, le truc est complètement amorphe et il ne se réveille pas. Il est vraiment dans un sommeil, dans un sommeil extrêmement profond. Ils n'ont plus notion de ce qui se passe autour. Par contre, l'ours, il est assez exceptionnel parce qu'il a beau avoir dormi pendant 4 mois, s'il entend du bruit ou qu'il y a un truc, il voit un peu de lumière qui passe dans la tanière, il est capable de, en quelques minutes, se réveiller et de détaler, alors que ça fait 4 mois qu'il dort. C'est assez exceptionnel. Donc, on sait qu'il maintient un niveau d'alerte au niveau central. Il est capable d'être alerte à tous les signaux qu'il y a autour. Et j'avais émis notamment des hypothèses que cet OEA aurait un effet central dans le maintien d'un état d'alerte, de manière générale. On appelle ça alertness. Euh, donc, ça a été intéressant parce que quand j'avais travaillé là-dessus et quand j'ai su que on pouvait trouver de l'OA, tout ça et tout, j'étais un des premiers, je pense, à commencer à en prendre avant d'en conseiller. Et le truc qui m'a frappé, ça a été notamment chez moi, une augmentation de la concentration, de la sensation d'éveil, même une stabilité de l'humeur, enfin vraiment un effet neuro assez impressionnant, vraiment, hein, c'est pas léger, c'est même très fort, je dirais. Et donc du coup, bon, voilà, des hypothèses qui partaient d'un ours, vous voyez, on finit par les vérifier, à dire, en fait, cette histoire, ça marche chez l'homme, donc à creuser. Donc on ferme la parenthèse de l'ours, même si c'est bien sympa. Hem, et je vais continuer un peu dans cet aspect-là de l'intérêt de l'OA dans l'axe intestin-cerveau. Donc là, c'est la même étude que je vous avais montrée tout à l'heure, avec le fameux probiotique qui permet de produire de l'OA au niveau intestinal. Et là, du coup, ils se sont intéressés dans cette étude de voir un petit peu quels pouvaient être les effets sur l'axe intestin-cerveau et notamment au niveau du cerveau. Et ils ont montré que l'OEA avait des effets positifs sur l'amélioration de tout ce qui est comportement dépressif et anxiété, hein, chez la souris. Et ce qui était intéressant, c'est surtout, vous voyez ici là en bleu, c'est que dans certaines zones clés, hein, du cerveau, comme l'hippocampe, et d'autres zones aussi, on avait une augmentation du BDNF. Le BDNF, hein, qui est le Brain Derived Neurotrophic Factor, qui est un facteur de croissance un facteur neurotrophique, hein, au niveau nerveux. On sait que notamment le BDNF peut être réduit dans certaines pathologies neurodégénératives, même dans la dépression. On a montré des réductions du BDNF. Donc c'est un facteur qui est très important dans la croissance, dans la survie des neurones et le bon fonctionnement du système nerveux central. Et il semblerait, voilà, que l'OA soit capable aussi d'agir sur ce BDNF. Donc c'est pas illogique qu'on ait des améliorations des effets comportementaux sur la dépression, l'anxiété. Et je vais plus loin, des effets aussi protecteurs potentiels, plusieurs études l'ont montré, sur des pathologies neurodégénératives. D'autres études, là, voilà, qui montrent, ici, là, c'est un modèle chez la souris, qui montre que l'OA aurait un effet antidépresseur-like un peu. Notamment, ça passait par une normalisation, vous voyez, des taux de BDNF, une augmentation des défenses antioxydantes au niveau du cerveau et une modulation de l'activité de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, donc probablement aussi des effets sur la modulation de sécrétion de cortisol. Donc EOA, et là on passe vraiment sur la neuroprotection. Donc on va parler, si on parle neuroprotection, on va parler aussi neurodégénération, protection contre des mécanismes de neuroinflammation. Donc là, c'est une étude sur ce qu'on appelle le binge drinking. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot-là. C'est toujours la mode, mais à un moment il y avait une mode où voilà, le binge drinking, c'est les gens qui vont se boire 10 litres d'alcool d'un coup pour voir celui qui tient le mieux ou celui qui tombe le plus vite en coma éthylique, je ne sais pas, ce qu'ils recherchent l'un ou l'autre des effets. Euh, donc, du coup, dans ces, évidemment, l'alcool a des effets néfastes sur le cerveau, je ne l'apprends pas. Et donc, ils ont étudié. Alors, du coup, le but, attention, on n'allait pas vous boire 10 litres de vodka en disant c'est bon, je prends mon OA et tout va bien se passer. Là, c'est un modèle d'étude, mais c'est pour vous dire que voilà, sur du binge drinking, donc, du coup, des effets néfastes de l'éthanol au niveau du cerveau, l'OA avait permis d'avoir un effet protecteur contre l'alcool. Un effet anti-inflammatoire, antioxydant, neuroprotecteur, modulateur endocrinien, antidépresseur-like notamment. Et donc, ils ont dit que dans les études, il y avait l'OA pourrait être un candidat thérapeutique prometteur dans la prise en charge des troubles liés à tout ce qui est abus d'alcool. Donc, il y avait un double effet. Il y avait un effet protecteur contre les effets de l'alcool, mais aussi un effet plus, on va dire, hédonique, plus sur du coup, la réduction de l'envie de retourner aussi, a priori, boire de l'alcool aussi. D'autres études là sur un modèle plus Parkinson chez la souris, chez le rat, pardon, où on a administré donc de l'OA avant et après injection d'une neurotoxine, hein, qu'on appelle la 6-OHDA.
Et cet apport d'OA a permis de réduire la neurotoxicité en fait de cette toxine, et donc ça a amélioré la motricité chez la souris, ça a préservé l'expression de certaines enzymes clés, ça agit aussi sur la cible qui est un facteur neuroplasticité, ça a limité le stress oxydatif au niveau neuro. Et ces effets semblent aussi passer par le PPAR-alpha. Vous voyez, en culture cellulaire, lorsqu'on bloque le PPAR-alpha, on n'a plus les effets neuroprotecteurs a priori. Donc le PPAR-alpha semblerait aussi être bien impliqué dans les effets neuroprotecteurs, mais ça passe pas que par là. D'autres études, donc là, c'est dans des modèles de maladies neurodégénératives chez la souris. Et donc du coup, il y a différentes publications qui ont montré en préclinique, voilà, des effets de l'OA sur la neuroinflammation, que ça a modulé l'expression des médiateurs pro-inflammatoires, qu'on a du coup une diminution de l'inflammation et une augmentation de l'expression de facteurs anti-inflammatoires et neuroprotecteurs, ainsi que du gène PIPER-alpha. Ça agit aussi directement sur le gène. L'OA agit sur le récepteur, mais en plus, l'OA va modifier l'expression du PIPER-alpha aussi apparemment. Et donc, ce qu'ils avaient montré dans ces études, c'était que l'OA avait agi sur tout ce qui était la microglie et avait permis d'orienter ce phénotype des cellules microgliales vers un phénotype anti-inflammatoire. Les cellules gliales, c'est un peu les cellules qui vont nettoyer, c'est un peu le système immunitaire du cerveau, quoi. Donc là, on a un modèle de neuroinflammation induit par une injection de LPS. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de l'endotoxémie, donc passage de LPS dans le sang. Ce LPS est capable aussi de passer au travers de la barrière hémato-encéphalique. Donc si vous avez un intestin, je sais que Stéphane nous écoute peut-être ce soir, il aime bien dire, donc ceux qui ont un intestin pourri ou un cerveau pourri, mais c'est voilà, c'est simple, c'est clair, mais c'est la vérité. Donc si vous avez une perméabilité intestinale, vous avez souvent aussi une perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Et donc, du coup, ce LPS peut avoir des effets néfastes au niveau du cerveau. Et l'OA permet de contrer, d'avoir un effet neuroprotecteur et de contrer un peu les effets du LPS. Autre étude aussi intéressante sur, peut-être entendu parler du Gulf War Illness, donc syndrome de la guerre du Golfe. C'est un syndrome qui a touché les vétérans du conflit de la guerre du Golfe, hein, 90-91. On avait voilà, ces plusieurs militaires qui ont souffert de symptômes assez problématiques, de fatigue, douleurs musculaires, troubles de la mémoire, problèmes digestifs, voilà, sans cause identifiée initialement, mais après on a compris que c'était sûrement lié à l'utilisation de certains produits chimiques, hein, qui ont altéré le système nerveux central. Et donc du coup, les mécanismes impliqués dans ce syndrome de la guerre du Golfe, ça serait une hyperactivation de la microglie notamment, une neuroinflammation, des perturbations métaboliques au niveau du cerveau. Donc on a créé des modèles de souris, hein, qui ont mimé ce Gulf War Illness. Et donc dans ce modèle de souris qui mimait cette problématique du syndrome de la guerre du Golfe, on a montré que l'OA avait des effets, avait réduit les symptômes, tous les symptômes neurocomportementaux et réduit la neuroinflammation. Voilà, vous voyez en fait, ce qui est intéressant sur quasiment n'importe quel modèle, que ce soit le syndrome de la guerre du Golfe, que ce soit Parkinson, que ce soit, de la neuroinflammation induite par du LPS, en fait, à chaque fois, on voit un effet neuroprotecteur qui semble être assez, général, en fait, de l'OA. Je vais finir sur ça aussi, c'est sur l'intérêt de l'OA avec les TSA, troubles du spectre autistique. Hem on sait qu'il y a plusieurs études qui ont mis en évidence une altération du coup de l'endocannabinoïdome, ce fameux endocannabinoïdome et aussi du microbiote chez les personnes qui ont des troubles du spectre autistique. Bon, ça, c'est pas nouveau. Alors peut-être l'endocannabinoïdome, si vous ne connaissiez pas trop avant, pour vous, ça peut être nouveau, et savoir qu'il y a une altération du système endocannabinoïde de manière générale chez les gens qui ont des troubles du spectre autistique. Voilà, ça peut être une information nouvelle et intéressante à considérer. Bon, les troubles du microbiote intestinal, ça, il y a plein de publications qui montrent que ce soit microbiote ou mycobiote aussi, on a des altérations et des implications de problèmes fongiques aussi dans l'aggravation de certains symptômes dans le TSA. Bon, c'est pas la candidose qui donne l'autisme, bien évidemment, mais bon, s'imagine bien un enfant autiste qui a de la neuroinflammation notamment, et il a une candidose en plus, ou des problèmes de microbiote, on sait que ça impacte, hein, ça c'est clair. On a des études assez maintenant aujourd'hui variées qui démontrent bien la chose. Et donc, du coup, il y a plusieurs études qui ont montré que la modulation de ce système endocannabinoïde, donc par des interventions par exemple pharmacologiques, pourrait carrément réverser ou améliorer les symptômes, donc dans des modèles animaux, je précise. Mais en tout cas, voilà, on a des données intéressantes qui semblent montrer que l'OA pourrait aussi être intéressant dans le cadre des troubles du spectre autistique.
Et notamment, de manière intéressante, les études ont montré qu'il y a des niveaux d'OA plus bas chez les individus qui ont un trouble du spectre autistique, et c'est même carrément plusieurs endocannabinoïdes. Donc là, vous avez une quantification d'endocannabinoïdes circulant chez des enfants qui ont des troubles du spectre autistique, et on voit qu'il y a moins d'AEA, moins d'OEA, moins de PEA, donc il semblerait voilà, avoir une diminution de ces différents médiateurs. Le PEA et le LOEA sont deux molécules aussi, PEA on en parlera la semaine prochaine, ce sont deux molécules qui ont un effet intéressant sur la neuroinflammation en tout cas. Moi, de ma petite expérience, mais j'en ai quand même un petit peu sur des troubles du spectre autistique chez des personnes qui auraient pris le LOA. J'ai effectivement remarqué des effets positifs comportementaux ou vraiment sensation de réduction de la neuroinflammation et de certains symptômes. Voilà, donc bien sûr, le LOA ne va pas guérir l'autisme, hein. Faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais on peut avoir une amélioration de certains troubles, une meilleure sociabilité, moins d'irritabilité, et ça peut être intéressant, et pour une molécule qui n'a aucun effet secondaire. Donc, on ferme la parenthèse. Donc, vous l'aurez compris, super intéressant l'OA pour le côté intestinal, microbiote, neuroinflammation, trouble du spectre autistique, dépression, stabilisation des mastocytes. Et je vais passer de nouveau la main à Patricia qui va finir le webinaire là-dessus. Dites-moi un peu, juste pour que les personnes, Patricia, ton micro est éteint, juste pour que les personnes puissent se référer un peu à un timing. On est à peu près dans quel... On est quasi au bout. Ok, voilà, comme ça vous le Ici, savez tous. c'est Merci. deux, trois slides ici pour c'est deux slides pour les effets biologiques et puis alors on passe à l'aspect pratique. Donc là, c'est aussi quelques slides. Voilà, ne quittez pas. Oui, nous, on a presque terminé. On vous avait un peu prévenu hein, que c'était long cette fois-ci, puisque ça, on avait une introduction qui était un peu plus développée et qui servait pour les deux séminaires. Donc voilà. Donc, en termes d'autres effets biologiques, donc on a déjà vu qu'il y en avait déjà pas mal qui ont été cités par Christian. On a, attendez, il faut que j'arrive à faire passer. Ah, voilà, voilà. Une autre étude qui était sur la douleur, et donc là, c'était dans le cadre des dysménorrhées, où les personnes avaient reçu 125 milligrammes par jour. Donc là, on n'était qu'avec une seule dose. Et donc, c'est des personnes qui avaient des douleurs menstruelles. Et la prise a été effectuée durant 2 mois consécutifs. Et quand on regarde les résultats de cette étude, en fait, on a une diminution significative des douleurs qui était associée à une augmentation de tout ce qui est le système antioxydant et diminution de marqueurs de tout ce qui était pro-oxydant, diminution aussi de l'inflammation qui sont en général associés aussi aux dysménorrhées. Donc, on pourrait envisager l'utilisation de l'OA dans le cadre des douleurs, dans un contexte inflammatoire. Là, les études sont peu nombreuses à ce jour, mais pourquoi pas, puisqu'on a vu à diverses reprises que l'OA agissait sur l'inflammation de manière générale. Ici, un autre exemple où l'OA a aussi une action sur tout ce qui est polyarthrite rhumatoïde dans le contexte donc inflammatoire. Et c'est un modèle ici murin, donc c'est en préclinique où les souris, donc ce sont des souris je veux dire ce sont des modèles qui ont été générés pour avoir une arthrite rhumatoïde, et on voit que l'administration de l'OA avait un effet non seulement sur les diminutions de tout ce qui est scoring vis-à-vis de l'arthrite, mais également on avait une diminution de tout ce qui était protéolyse des protéoglycanes, diminution aussi de tout ce qui était érosion osseuse, bien entendu associé à des effets anti-inflammatoires, et avec ce shift également d'un profil qui était TH1, TH17, donc profil qui est plutôt pro-inflammatoire, surtout le TH17, vers un profil plutôt dérégulateur. Donc c'est de nouveau une expérience un peu différente en préclinique, où
on n'a à ce jour pas encore énormément donné, mais pourquoi pas? Mais de toute façon, tout va toujours dans le même sens vers ce côté anti-inflammatoire, de l'Over. Et voilà, donc comme j'avais promis, il y avait que 2 slides sur les autres actions. On en arrive maintenant à l'aspect, purement pratique. Et donc la question, toujours les questions qu'on se pose, c'est, quelle est les quantités à prendre et quand le prendre. En termes de posologie, donc ici, je me base vraiment sur, ce qu'on a pu observer au niveau, des études cliniques. Donc vous avez pu voir que la majorité des études, utilisaient, 250 voire 300 milligrammes par jour, qui étaient en général, répartis en 2 prises, avant les repas principaux, et la durée de prise pour pouvoir voir des effets était de l'ordre de 8 à 12 semaines. Donc ne pensez pas qu'en prenant, l'OA, dans les jours qui suivent, vous allez, avoir, des différences, significatives ça va prendre du temps, quoi. C'est souvent d'ailleurs ce que les gens me disent aussi par rapport au PEA: «Oui, mais ça fait une semaine qu'on prend et je ne vois pas d'effet», non, c'est ce genre de molécules qui ont un rôle plutôt régulateur, et donc du coup, ça met beaucoup plus de temps forcément pour agir. Non, Et alors, je pense que vous l'avez, Patricia, je oui? te juste sur ce que tu viens de dire, sur l'effet métabolique, ça, je pense que je suis tout à fait d'accord. Par contre, je peux te dire de retour d'expérience, pas que de moi, mais aussi toutes les personnes qui ont pu en prendre, l'effet qui est extrêmement rapide et des fois c'est même le jour même, voire quelques jours, c'est, l'effet neuro. Oui, L'effet oui, neuro, voilà. il est Mmh, quasiment, immédiat. Les gens, oui, ils voient déjà, ils disent: «Ah ouais, j'ai pris le truc, j'ai l'impression d'avoir pris quelque chose», tu as un effet, très rapide, tu vois, sur, l'éveil, la oui. concentration. Tu vois, quelqu'un qui met l'effet immédiat neuro chez moi et non, c'est exceptionnel et dès le 1er truc, dans l'heure qui suit, c'est l'effet est assez prononcé et d'ailleurs, pour l'instant, tous les effets reproductibles et assez intéressants que je vois et qui fonctionnent quasiment chez tout le monde, c'est l'effet neuro. C'est l'amélioration de la concentration, du focus, une meilleure stabilité émotionnelle, moins de sensation de neuroinflammation. Cette partie-là a l'air de marcher quand même chez beaucoup de monde. Oui, merci Christian d'avoir, rectifié. En effet, ici, quand je vous parlais de ça, c'était vraiment dans le contexte perte de poids, syndrome métabolique, qui lui demande beaucoup plus de temps pour se mettre en place. Alors, quelles que soient les études cliniques, je ne l'ai pas cité à chaque fois, mais bien sûr, quand on fait une étude clinique, on observe toujours les effets secondaires, et aucune des études cliniques n'a mentionné d'effets secondaires, ni d'interaction d'ailleurs par rapport à des médicaments. Donc ce qui est relativement, enfin, c'est important et très intéressant comme molécule. Alors quand on prend l'OA, donc si de nouveau on regarde les études, on a vu que plupart du temps, ils utilisaient la prise avant, donc ils prenaient avant le repas, et que ça avait un impact, je dirais, sur la satiété, donc le retard dans la prise alimentaire. Et donc, en termes de timing, dans les études, ça allait de 30 minutes à 60 minutes avant. Mais vous avez vu qu'il y avait aussi des études qui ont pris, l'OA, après, et on avait quand même un effet, bénéfique sur, tout ce qui était, métabolisme. Alors, le côté, comme Christian l'a mentionné, qui augmentait la vigilance, donc veut dire aussi il est préférable de prendre l'OA le matin ou le midi, particulièrement chez les personnes qui sont sensibles, et pas le soir, où ça pourrait favoriser donc un état d'éveil et donc, des troubles du sommeil. Et donc si on prend un peu les arguments quand on prend l'OA avant ou après ou pendant le repas, si on prend avant, c'est un petit peu le côté idéal, par rapport à tout ce qui est effet satiétogène, et effet métabolique. Maintenant, honnêtement, il y a le côté idéal et il y a la réalité de terrain. Donc la réalité de terrain, c'est que certaines personnes, parfois ne sont pas tolérantes, par rapport à des prises, particulièrement chez les personnes qui ont des problèmes, d'histamine. Voilà, c'est pas parce que vous prenez 5 minutes avant ou pendant le repas que ça ne va pas avoir d'effet.
Donc il ne faut pas non plus se focaliser, se braquer par rapport à ça. Moi, je vous donne le côté idéal. Maintenant, on doit toujours se mettre sur le côté de l'observance avant tout. Il est préférable de prendre le complément pendant le repas, que ne pas le prendre du tout en disant: «Ah mince, je ne l'ai pas pris, j'ai oublié de le prendre 1 heure avant, donc je ne le prends pas». Donc c'est toujours la règle en finale, il y a le côté idéal et le côté, pratique. Maintenant, le côté idéal, quand je dis la prise avant, on est bien dans le cadre, bien sûr, par rapport à ces effets satiétogènes et métaboliques, mais tout ce qui est autre effet, comme ça a été observé, présenté par Chris, ne nécessite pas, nécessairement la prise avant le repas. Donc ça dépend un petit peu des objectifs que vous voulez, poursuivre par rapport à cette prise d'OA. Donc il y a l'idéal, mais il y a le côté, pragmatique qui est le plus important finalement et donc éviter la prise, le soir. Et donc, Christian, ça pourra vous en parler certainement plus que moi par rapport au fait d'avoir accès, à un complément alimentaire d'OA, parce que toi, tu avais su contourner les histoires en pouvant le commander aux États-Unis, mais qui, je crois, maintenant n'est plus disponible, si je ne me trompe pas, Christian. On ne sait plus l'avoir au niveau des États-Unis. C'est tout le temps, en fait, comme plein de trucs maintenant, hein, les États-Unis restreignent des choses, donc du coup, quand ça revient, ça reste 2 jours disponible et après, il y a une rupture de 6 mois. Donc, à Ouais. terme, ouais, ce sera quasiment très difficile à en avoir, quoi. Mais fort heureusement, voilà, Nutrilogix a sorti l'OEA. Moi, je suis super contente. Je suis ravie on puisse maintenant disposer de cette, molécule, qui moi m'a fascinée, je ne vous le cache pas. Et donc l'OEA est ici, donc est quasi à donc est concentré à 85. Donc pour 2 gélules, donc vous avez, 250 milligrammes. Pour rappeler également que quand vous prenez des produits chez Nutrilogix, il n'y a jamais d'excipients dedans et qu'on a des produits les plus safe possibles. Voilà, donc prenez donc ici c'est 2 gélules, mais comme on a dit, c'est mieux ça dépend un petit peu de ce que vous voulez comme objectif, mais si vous voulez, réduire les prises alimentaires, bah, là, il vaut mieux prendre 2 fois les 125, donc à des moments, différents par rapport aux repas principaux. Et donc indication, ben là, je pense qu'on a, heu, pas mal, on vous a montré pas mal d'études qui soutenaient tous les effets métaboliques, que ce soit en termes de surpoids, mais aussi tout ce qui est troubles, lipidiques, hépatiques. Tout ce qui était aussi le côté, craving, hein, donc le côté impulsion, vis-à-vis, alimentaire. Le sevrage également dans tout ce qui est addiction vis-à-vis du sucre et aliments ultra transformés. Donc là, ça a été relativement bien démontré dans toutes les études cliniques que je vous ai présentées. Et puis, il y a d'un autre côté tous les autres effets qui sont, surtout liés à ce côté, neuroprotection, donc anti-inflammatoire, action par rapport à tout ce qui est activation mastocytaire, impact sur le microbiote, notamment aussi peut-être sur les douleurs menstruelles dans le cadre de dysménorrhée. Mais vous voyez, la liste, est relativement longue et ça reprend un petit peu toutes les études qu'on vous a présentées. Voilà, donc pour terminer, cette présentation, heu, comme on l'a dit, tout à l'heure, Christian vous l'a dit, l'OA, ce n'est pas une molécule miracle comme d'ailleurs, tous les autres composés, phytochimiques. Heu, c'est, heu, c'est un complément et le complément par rapport à une prise en charge globale. Donc je le rappelle à chaque fois, c'est bien de prendre un complément, mais si on ne change pas ses habitudes alimentaires, en gros, je ne pas dire que ça sert à rien, mais, ça n'a pas de sens par rapport à ce que nous on veut promulguer en termes d'éducation et si on veut avoir des effets aussi sur du long terme, bien entendu, on doit d'abord agir sur une prise en charge globale
Alors, la perte de poids, bien entendu, c'est toujours cet équilibre entre les apports et les dépenses, donc ça ne change pas, il faut augmenter son activité physique. Alors le manger moins, moi je vais être plutôt plus précise par rapport à ça, c'est manger moins de calories vides, mais c'est surtout manger mieux, bien entendu, puisque la notion de calories stricto sensu n'a pas toujours de sens. Et alors, le 3e message aussi par rapport à la perte de poids, c'est bien entendu de faire attention, d'être vigilant par rapport, à tous les freins, soit à l'amaigrissement ou ceux qui font grossir. Mon objectif n'est pas d'entrer dans tous ces freins, bien entendu, mais vous en connaissez, beaucoup. C'est notamment tout ce qui est carence nutritionnelle, c'est l'hypothyroïdie, c'est tous les troubles psychologiques et là, à ce moment-là, il faut travailler d'autres thérapeutes, c'est les problèmes génétiques et cetera. Donc l'idée, c'est, d'identifier ces freins ou ces causes, de surpoids, et de travailler, avec les personnes et donc rappelons aussi que chaque personne est unique. Donc, pour chaque personne, il est important de justement vérifier tous ces facteurs qui peuvent influencer, soit la prise de poids ou inversement le frein à son amaigrissement. Donc voilà, j'espère que Christian et moi avons pu vous convaincre de cette pépite, de cette nouvelle pépite dans notre arsenal, au quotidien. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour, notre, présentation sur le PEA. Donc effectivement, Voilà. merci beaucoup à tous de nous avoir suivis ce soir et d'être restés si nombreux. Merci évidemment Christian, merci Patricia pour ça. Je voulais effectivement, je vois beaucoup de bons commentaires, cette intervention passionnante. Je voulais aussi remercier entre autres l'équipe marketing Nutrilogique, c'est un qui travaille en arrière-plan pour que toutes ces présentations soient possibles, hein. Vous savez, ceux qui nous font les visuels, ceux qui nous envoient les mailings et qui font tout le travail qu'on ne voit pas quand on est ici le soir. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine, comme tu l'as dit, pour la suite sur le PEA. Très bientôt. Salut à tous. Dormez bien.